In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi. À un moment d'extrême fragmentation, d'oppositions extrêmes, il faut unir les efforts, faire naître une alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de vivre dans la société et pour la société. Un proverbe africain dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Mais ce village, nous devons le construire, tous ensemble, pour éduquer les enfants, pour éduquer le futur. Nous devons faire en sorte que naisse dans ce village une convergence mondiale pour une alliance entre les habitants de la Terre et la maison commune, afin que l'éducation soit créatrice de paix, de justice, qu'elle soit accueil pour tous les peuples de la famille humaine et de dialogue entre leurs religions. Nous devons avoir le courage de former des personnes disposées à se mettre au service de la communauté. Il faut un pacte éducatif mondial qui nous éduque à la solidarité universelle, à un nouvel humanisme. Bonjour. L'applaudissement provient de l'amphithéâtre de l'Université pontificale du Latran à Rome. Je m'appelle Alessandro Ghisotti et je vous accompagnerai au long de cet événement important sur l'éducation. Un événement promu par le pape François et la Congrégation pour l'éducation catholique pour relancer le pacte éducatif mondial. D'ici peu, nous verrons un message vidéo du Saint-Père qui résume ce qui a été proposé sur ce thème au cours de son pontificat et en même temps en définit le programme. Le pacte d'éducation mondiale aurait dû se tenir le 14 mai dernier et à peine les conditions sanitaires le permettront, il se tiendra de manière présentielle. L'événement d'aujourd'hui est une étape intermédiaire qui est urgent et il est encore plus urgent de le réaliser maintenant. Il indique le soin et l'attention du Saint-Père envers la question éducative qui concerne tous, chaque homme et chaque femme, frères et sœurs, comme dit l'encyclique Fratres Omnes. Donc, ce message sur l'éducation prend encore plus de force aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui auraient voulu être présents, mais dans le respect des normes contre le Covid, nous avons voulu faire place aux premiers destinataires du pacte éducatif, les jeunes. En même temps, nous avons voulu donner à tous la possibilité de participer, même si on se trouve à distance. C'est pourquoi l'événement est en direct, online, sur le portail et les canaux YouTube et traduit en simultané en anglais, français, espagnol et portugais. L'événement est disponible en direct par la diffusion satellitaire de Vatican Media. Avant d'écouter les paroles du pape, j'invite à monter sur l'estrade ici celui qui nous accueille, le professeur Vincenzo Buonomo, le recteur de l'Université pontificale du Latran. Et je salue et je remercie aussi le grand chancelier du Latran, le cardinal Angelo De Donatis, et les autorités ecclésiastiques et civiles présentes. Merci. Le bienvenu de l'université du pape, qui est représenté par le recteur et le grand chancelier. Il y a un an, environ, le 31 octobre, le Saint-Père, ici dans cet amphithéâtre, lançait l'idée de poursuivre et d'approfondir l'élaboration d'un pacte global sur l'éducation. Et il donnait des éléments
qui marque le début d'une réflexion qui a été faite dans les universités, dans les lieux académiques pour programmer ce pacte. Le pape disait, sans un projet éducatif, la personne humaine est seulement esclave d'une pensée brève, et donc une pensée fragmentaire, une pensée qui n'arrive pas à faire autre chose que proposer de petits projets. D'où le pacte global. À cette occasion-là, le pape François parlait de 4 piliers fondamentaux pour cette réflexion. L'idée du dialogue, l'idée de la certitude de l'éducation et des différentes agences éducatives qui concourent à l'éducation. L'unité de l'éducation à travers différents instruments. L'idée de communitas qui met au centre l'éducateur, l'éduqué et tous les acteurs de l'expérience éducative. Ça, c'est la bienvenue de l'université. Merci. Merci, professeur. Merci au recteur du Latran. Et voilà le moment tant attendu. Le pape François reprend le thème de l'éducation qui est central dans son enseignement et dans le dialogue avec le monde. Écoutons-le. Chers frères et sœurs, quand je vous ai invités à commencer ce processus de préparation, de participation et de conception d'un pacte éducatif global, nous ne pouvions certes pas imaginer la situation dans laquelle il se serait développé. La Covid a accéléré et amplifié bon nombre des urgences et des émergences que nous rencontrerions et elle en a révélé beaucoup d'autres. Aux difficultés sanitaires ont fait suite les difficultés économiques et sociales. Les systèmes éducatifs du monde entier ont souffert de la pandémie, aussi bien au niveau scolaire qu'académique. On a cherché partout à mettre en route une réponse rapide par des plateformes pédagogiques informatisées. Celles-ci ont révélé non seulement une forte disparité des opportunités éducatives et technologiques, mais aussi que, à cause du confinement et de beaucoup d'autres lacunes déjà existantes, de nombreux enfants et adolescents sont restés en arrière dans le processus naturel du développement pédagogique. Selon certaines données récentes des agences internationales, on parle de catastrophe éducative. C'est un peu fort, mais on parle de catastrophe éducative. Face à environ 10 millions d'enfants qui pourraient être obligés d'abandonner l'école à cause de la crise économique générée par le coronavirus, augmentant ainsi un écart éducatif déjà alarmant, avec plus de 250 millions d'enfants en âge de scolarité exclus de toute activité formative. Devant cette réalité dramatique, nous savons que les mesures sanitaires nécessaires seront insuffisantes si elles ne sont pas accompagnées par un nouveau modèle culturel. Cette situation a fait grandir la prise de conscience qu'il faut faire prendre un virage au développement, afin qu'il respecte et protège la dignité de la personne humaine. Il devra partir des opportunités que l'interdépendance planétaire offre à la communauté et au peuple, en soignant notre maison commune et en protégeant la paix. La crise que nous traversons est une crise globale qui ne peut se réduire ou se limiter à un seul domaine ou secteur. Elle est globale. La Covid a permis de reconnaître de manière globale
que ce qui est en crise, c'est notre façon de percevoir la réalité et d'entrer en relation entre nous. Dans ce contexte, nous voyons que ni les recettes simplistes, ni les vains optimismes ne suffisent. Nous connaissons le pouvoir transformant de l'éducation. Éduquer, c'est faire un pari et donner au présent l'espérance qui brise les déterminismes et les fatalismes par lesquels l'égoïsme du fort, le conformisme du faible et l'idéologie de l'utopiste veulent s'imposer souvent comme unique voie possible. Éduquer est toujours un acte d'espérance qui invite à la coparticipation et à la transformation de la logique stérile et paralysante de l'indifférence en une logique différente, qui soit en mesure d'accueillir notre appartenance commune. Si les espaces éducatifs se conformaient aujourd'hui à la logique de la substitution et de la répétition et étaient incapables de générer et de montrer de nouveaux horizons dans lesquels l'hospitalité, la solidarité intergénérationnelle et la valeur de la transcendance fondent une nouvelle culture, ne serions-nous pas en train de manquer le rendez-vous avec ce moment historique? Nous sommes aussi conscients qu'un chemin de vie a besoin d'une espérance fondée sur la solidarité et que tout changement nécessite un parcours éducatif pour construire de nouveaux paradigmes capables de répondre aux défis et aux urgences du monde contemporain, de comprendre et de trouver les solutions aux exigences de chaque génération et de faire fleurir l'humanité d'aujourd'hui et de demain. Nous considérons que l'éducation est l'une des voies les plus efficaces pour humaniser le monde et l'histoire. L'éducation est surtout une question d'amour et de responsabilité qui se transmet dans le temps, de génération en génération. L'éducation se propose comme l'antidote naturel à la culture individualiste qui quelquefois dégénère en un véritable culte du moi et dans le primat de l'indifférence. Notre avenir ne peut pas être la division, l'appauvrissement des facultés de pensée et d'imagination, d'écoute, de dialogue et de compréhension mutuelle. Notre avenir ne peut pas être cela. Aujourd'hui est nécessaire une nouvelle époque d'engagement éducatif qui implique toutes les composantes de la société. Écoutons le cri des nouvelles générations qui met en lumière l'exigence et à la fois l'opportunité stimulante d'un cheminement éducatif renouvelé qui ne détourne pas le regard en favorisant de lourdes injustices sociales, des violations des droits, de profonde pauvreté et des rejets humains. Il s'agit d'un parcours intégral dans lequel on va à la rencontre de ces situations de solitude et de méfiance vis-à-vis de l'avenir qui génèrent parmi les jeunes dépression, dépendance, agressivité, haine verbale, phénomène de harcèlement. Un cheminement partagé dans lequel on ne reste pas indifférent face à la plaie des violences et des abus sur mineurs, au phénomène des épouses enfants et des enfants soldats, au drame des mineurs vendus
et réduisent en esclavage. À cela s'ajoute la douleur pour les souffrances de notre planète, causée par l'exploitation sans tête et sans cœur, qui a généré une grave crise environnementale et climatique. Dans l'histoire, il existe des moments où il est nécessaire de prendre des décisions fondamentales qui laissent non seulement une empreinte sur notre mode de vivre, mais spécialement une position déterminée face aux futurs scénarios possibles. Dans la situation présente de crise sanitaire, très lourde de découragement et de désarroi, nous pensons que le temps est venu de conclure un pacte éducatif global pour et avec les jeunes générations, qui engage les familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions, les gouvernants, l'humanité entière dans la formation de personnes matures. Aujourd'hui, il nous est demandé l'audace nécessaire pour aller au-delà des visions extrinsèques des processus éducatifs, pour surmonter les simplifications excessives plaquées sur l'utilité, le résultat standardisé, la fonctionnalité et la bureaucratie qui confondent éducation et instruction et finissent par atomiser nos cultures. Il nous est plutôt demandé de poursuivre une culture intégrale, participative et aux multiples facettes. Il nous faut avoir le courage de générer des processus qui assument consciemment la fragmentation existante et les contradictions que de fait nous portons en nous. Le courage de recréer le tissu des relations en faveur d'une humanité capable de parler la langue de la fraternité. La valeur de nos pratiques éducatives ne sera pas mesurée simplement par la réussite d'évaluations standardisées, mais plutôt par la capacité d'influer sur le cœur d'une société et de donner vie à une nouvelle culture. Un monde différent est possible. Il exige que nous apprenions à le construire, et cela implique toute notre humanité, tant personnelle que communautaire. Nous faisons appel de façon particulière, dans chaque partie du monde, aux hommes et aux femmes de la culture, de la science et du sport, aux artistes, aux opérateurs des médias, afin qu'eux aussi souscrivent à ce pacte et par leur témoignage et leur travail, qu'ils se fassent promoteurs des valeurs de soin, de paix, de justice, de bien, de beauté, d'accueil de l'autre et de fraternité. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants. Ce serait puéril. Nous disposons d'un espace de co-responsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et transformations. Soyons partie prenante de la réhabilitation et de l'aide aux sociétés blessées. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que, par essence, nous sommes frères. L'opportunité d'être d'autres bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs au lieu d'accentuer les haines et les ressentiments. Un processus pluriel et polyédrique capable de nous impliquer tous en des réponses significatives où les diversités et les approches savent s'harmoniser en vue de la recherche du bien commun.
une capacité de faire l'harmonie. Il la faut aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, nous nous engageons personnellement et ensemble à mettre au centre de chaque processus éducatif formel ou informel la personne, sa valeur, sa dignité, afin de faire émerger sa spécificité, sa beauté, son unicité, et en même temps sa capacité d'être en relation avec les autres et avec la réalité qui l'entoure, en repoussant les styles de vie qui favorisent la diffusion de la culture du rejet. Deuxièmement, à écouter la voix des enfants et des jeunes à qui nous transmettons des valeurs et des connaissances afin de construire ensemble un avenir de justice et de paix, une vie digne pour chaque personne. Troisièmement, à favoriser la pleine participation des fillettes et des jeunes filles à l'instruction. Quatrièmement, avoir dans la famille le premier et l'indispensable sujet éducateur. Cinquièmement, à éduquer et à nous éduquer à l'accueil en nous ouvrant aux plus vulnérables et aux plus marginalisés. Sixièmement, à nous engager à chercher et à trouver d'autres manières de comprendre l'économie, de comprendre la politique, de comprendre la croissance et le progrès, pour qu'ils soient vraiment au service de l'homme et de la famille humaine tout entière dans la perspective d'une écologie intégrale. Septièmement, à garder et à cultiver notre maison commune, en la protégeant du pillage de ses ressources, en adoptant des styles de vie plus sobres et en visant à l'utilisation complète des énergies renouvelables, respectueuses de l'environnement humain et naturel, selon les principes de subsidiarité et de solidarité et de l'économie circulaire. Chers frères et sœurs, nous nous engageons avec courage, enfin, à donner vie dans nos pays de provenance à un projet éducatif en investissant nos meilleures énergies, ainsi qu'en lançant des processus créatifs et transformants en collaboration avec la société civile. Dans ce processus, un point de référence est la doctrine sociale qui, inspirée des enseignements de la révélation et de l'humanisme chrétien, se présente comme une base solide et une source vive pour trouver les voies à parcourir dans la situation d'urgence actuelle. Un tel investissement formateur, basé sur un réseau de relations humaines et ouvertes, devra assurer à tous l'accès à une éducation de qualité, qui soit à la hauteur de la dignité de la personne humaine et de sa vocation à la fraternité. Il est temps de regarder de l'avant avec courage et espérance. Par conséquent, que la conviction que dans l'éducation habite la semence de l'espérance nous soutienne, une espérance de paix et de justice, une espérance de beauté, de bonté, une espérance d'harmonie sociale. Rappelons-nous, frères et sœurs, que les grandes transformations ne se construisent pas au bureau.
Non. Il y a une architecture de la paix dans laquelle interviennent les diverses institutions et personnes d'une société, chacune selon sa compétence, mais sans exclure personne. Ainsi, nous devons aller de l'avant, tous ensemble, chacun comme il est, mais toujours en regardant en avant, ensemble, vers cette construction d'une civilisation de l'harmonie, de l'unité, où il n'y a pas de place pour cette mauvaise pandémie de la culture du rejet. Merci. L'éducation, a dit le pape François, est avant tout une question d'amour et de responsabilité. Elle sème l'espérance, mais elle a beaucoup à voir avec la fraternité. Le pape François a cité plusieurs fois la dernière encyclique qui nous pousse à vivre la fraternité et l'éducation pour sortir de la pandémie. Ce sont quelques-uns des thèmes dont nous parlerons aujourd'hui avec nos invités. Le cardinal Giuseppe Versaldi, que j'invite à venir sur l'estrade pour commenter. Il est préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. Puis, Monseigneur Vincenzo Zani, qui en est le secrétaire. Nous l'avons déjà vu dans les salutations initiales. Vincenzo Bonomo, le recteur de l'Université pontificale du Latran, le professeur Franco Anelli, recteur de l'Université catholique du Sacré-Cœur, le professeur Silvia Cataldi, enseignante de sociologie à l'Université La Sapienza. Interviendront du parterre d'autres enseignants et étudiants que je vous présenterai au fur et à mesure. Maintenant, écoutons un commentaire sur le pape François, sur les mots du pape François. Merci. Tout d'abord, je voudrais souligner sur le texte du pape François, c'est le cadre historique que le pape François fait de l'événement qu'il avait annoncé en mai dernier, pour mai dernier. On ne pouvait pas prévoir, personne ne pouvait prévoir que la célébration du pacte éducatif mondial aurait été reportée. Le pape dit que ce tragique événement de la pandémie a été seulement un facteur précipitant de la crise que le pape avait déjà saisie et pour laquelle il avait établi la proposition de ce pacte éducatif. Certes, la pandémie l'a aggravé. Les remèdes que les technologies de la communication ont offerts pour continuer l'enseignement ont mis en évidence que certains pouvaient surmonter l'obstacle, mais cela a augmenté l'écart entre ceux très nombreux qui sont exclus du processus scolaire. Encore 10 millions de plus, ont dit les spécialistes. Donc, s'ajouteraient 10 millions de jeunes qui se retrouvent à l'écart. C'est pour cela que le pape dit que ce pacte éducatif mondial est encore plus nécessaire. La motivation qui est à l'origine avant et qui était à l'origine avant la pandémie, c'est la nécessité d'un changement de modèle de développement. Nous ne pouvons pas, dit le pape, continuer à répéter, malgré les crises intrinsèques de ce modèle de développement, on ne peut pas répéter les mêmes modèles
indéfiniment. Mais pour changer un modèle de développement, le pape dit qu'il est nécessaire d'avoir un nouveau modèle culturel. Parce que œuvrer, agir, suit la pensée. Si on ne change pas la façon de concevoir le monde, de penser, la façon d'atteindre les buts que l'on se fixe, on ne change pas le modèle de développement. On cherche des remèdes, mais pour changer le monde, il faut un nouveau modèle culturel qui part de l'éducation. Soit parce qu'il est difficile de changer la mentalité des vieilles générations, il faut commencer avec de nouvelles générations. Pour changer la manière de penser des jeunes, de manière, comme dit le pape, que l'on rompt la chaîne de déterminisme et de fatalisme, de pessimisme, qui sont le fruit d'idéologies contraires au vrai bien de l'humanité. Alors, voilà pourquoi le pape veut lancer cette initiative. Comme la crise est globale, il faut un pacte mondial pour harmoniser. Le mot « harmonie » est répété plusieurs fois. L'effort de tous dans la même direction, oui, parce qu'on est tous d'accord sur le but. Personne ne dit explicitement qu'il veut l'inégalité, l'injustice, la guerre. Nous devons être d'accord sur les moyens. Nous devons être d'accord, dit le pape, sur la motivation de fond qui doit inciter à ce changement de modèle culturel, un nouveau modèle de développement. Et l'éducation, dit le pape, en citant la tradition chrétienne dans ce domaine, est une question d'amour. Un amour qui nous rend frères, en sachant que nous sommes reliés les uns aux autres. Personne ne peut être heureux seul. Pour inciter l'humanité et toutes les agences intéressées au domaine éducatif, faire cette convergence d'efforts sur les fins, sur les moyens. Et donc, il faut qu'il y ait un pacte pour et avec les jeunes générations qui implique les jeunes non pas comme objet, mais comme sujet de ce processus de changement. Puis les familles, les écoles, les universités, les gouvernements, les religions, l'humanité entière, chacun selon son propre rôle, parce que personne ne peut rester passif devant le drame que la pandémie a seulement accentué. Alors voilà la nécessité, dit le pape, de reconstruire un tissu de relations fraternelles. Et ce discours se relie à l'encyclique récente Fratres Omnes, où le thème de la fraternité a ses fondements dans la vision non seulement chrétienne, mais humaine, de la famille humaine. Établir des relations fraternelles permet de réaliser une alliance pour atteindre les mêmes buts avec les mêmes moyens. Enfin, je voudrais souligner parmi les 7 propositions que le pape a faites à la fin de son discours, la centralité qu'il donne à la dignité de la personne, de chaque personne et de toutes les personnes. Cela a une valeur en soi, l'homme a une valeur en soi, indépendamment de toutes les autres caractéristiques. L'être humain existe, il a ses droits, sa dignité, quelle que soit sa condition, sans discrimination. Et puis, la deuxième chose que je voulais souligner parmi les propositions qu'il fait, c'est le rôle de la famille comme premier sujet éducateur. Parce que s'il est vrai que l'amour est la base de l'éducation, il est aussi vrai que sinon on ne l'apprend pas en famille, l'amour, c'est difficile de l'apprendre dehors de la famille. Donc le respect pour la famille comme première agence éducative.
pour qu'elle soit renforcée, assainie. C'est la base pour le changement de la société, le changement culturel, le changement du modèle de développement. Je conclus par l'appel qu'a dressé le pape à la doctrine sociale de l'Église. C'est la compétence de cette congrégation. Nous devons faire des efforts pour que cette doctrine ne reste pas lettre morte. Non seulement qu'on conserve le patrimoine, mais qu'elle se développe avec l'aide de toutes les autorités académiques pour stimuler les savants, les chercheurs, parce que, comme disait le pape dans la Constitution pour les facultés ecclésiastiques, pour que nos institutions puissent élaborer des projets, pas seulement des réflexions, et soient capables de produire des personnes qui puissent influer dans la société. Merci. Merci, Éminence. Merci, Cardinal Versaldi. On reste dans la Congrégation pour l'éducation catholique. Monseigneur Vincenzo Zani, vous êtes impliqué depuis le début dans le pacte éducatif voulu par le Saint-Père. Quel type de projet peut-on entrevoir dans les paroles que nous avons écoutées aujourd'hui? Le pape François a dessiné de nombreux aspects, de nombreux principes, mais on peut voir une catégorie d'interprétation qui résume les messages précédents. C'est le second objectif. Le deuxième objectif, quand il dit qu'il faut avant tout écouter la voix des enfants, des jeunes. Il faut leur transmettre des valeurs et des connaissances. D'abord les valeurs, puis les connaissances. Il faut construire ensemble un futur de justice et de paix, parce que l'éducation est une semence d'espérance, et puis rendre digne la vie de toute personne. L'étape d'aujourd'hui, nous l'avons dit, se situe dans un long parcours commencé il y a plus d'1 an, le 12 septembre 2019. Quels aspects du pacte éducatif ont-ils été approfondis précédemment? Depuis septembre 2019, la Congrégation pour l'éducation catholique, qui a eu la tâche de préparer l'événement mondial qui était prévu en mai dernier et qui ne s'est pas fait, a promu une série de congrès préparatoires au niveau international pour approfondir les divers profils du pacte éducatif mondial. Cela a été fait en collaboration avec les universités, les académies, les centres d'études, les centres de recherche. On l'a dit, dans le même temps, dans divers pays du monde, des institutions et autres réalités engagées dans l'éducation ont réalisé diverses initiatives. On les fera connaître plus tard. Dans les différents congrès, de nombreux aspects du pacte ont été approfondis. La démocratie, la paix, l'écologie, le dialogue interreligieux, le dialogue intergénérationnel, l'apprentissage par le service, pour le mettre au service du bien commun. Un thème très important a été de reprendre le document qui a été signé le 4 février 2019 à Abu Dhabi entre le pape François et la mosquée Al-Azhar, donc lors d'un séminaire d'études qui aura lieu à Abu Dhabi. Monseigneur Zani, nous avons
Vous nous avez raconté ce qui a été fait, mais quels sont les éléments de nouveauté dans ce message vidéo par rapport aux interventions précédentes du Saint-Père sur l'éducation? Il me semble que le message du Saint-Père aujourd'hui a deux éléments de nouveauté vis-à-vis du reste qui a été repris. On se situe dans un contexte aujourd'hui complètement différent, marqué par les conséquences de la pandémie et avec toutes les données qu'il a données, qu'il a fournies. Il a parlé de catastrophe éducative. En deuxième lieu, il laisse transparaître les denses contenus de la récente encyclique Fratres Omnes. Il me semble que cette encyclique très récente pourrait être la carte des principes desquels s'inspirer pour tous nos chantiers, pour tous les chantiers entrepris. Un chantier immense de travail, de réflexion où on peut investir les meilleures énergies parce que l'éducation est un lieu de transformation, un facteur de profonde régénération. Alors, nous nous déplaçons vers le public. Les nouvelles générations, a dit le pape, sont les premiers destinataires du pacte éducatif. Hiro Tanaka, ton opinion nous intéresse parce que tu as un point de vue original. Tu viens du Japon et tu es de religion bouddhiste. En tant que bouddhiste, je suis engagé dans le dialogue entre les religions. Je suis particulièrement stimulé par l'invitation du pape pour un engagement éducatif commun vers la construction d'une civilisation de l'harmonie et de l'unité. J'ai compris que dans le pacte éducatif, pour répondre aux défis urgents des jeunes, des sociétés et de notre maison commune, nous sommes tous appelés à générer harmonie et alliance entre personnes et institutions différentes. Cela demandera donc l'écoute entre les générations, mais aussi entre toutes les composantes de la société. Personnellement, en vivant avec et en étudiant avec des frères et des sœurs chrétiens et musulmans, j'ai expérimenté que l'unité dans la diversité est une sorte d'appel à vivre en relation. Je crois que si nous réussissons à être plus transparents et à faire le vide en nous pour accueillir l'autre, ensemble, nous pourrons croître davantage. C'est un chemin communautaire à parcourir vers une culture intégrale d'unité et de fraternité. Merci beaucoup, Hiro Tanaka. Le pacte éducatif est vraiment mondial et il recueille vraiment une exigence qui est mondialement perçue. Aujourd'hui, encore plus en ce temps de pandémie, la directrice de l'UNESCO, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a voulu être présente aujourd'hui pour relever le défi du pacte éducatif du pape François. Écoutons-le ensemble. Votre sainteté, Pape François, Excellences, Mesdames et Messieurs, en premier lieu, je voudrais exprimer ma reconnaissance à sa sainteté le pape François pour son engagement dans la construction de la paix au moyen de l'éducation et pour sa confiance dans le rôle que l'UNESCO peut jouer dans cette mission. Dans notre organisation, nous partageons la vision d'une éducation humaniste qui se fonde sur la dignité et les droits humains, la paix et la citoyenneté, l'écologie, la solidarité et le développement.
L'éducation, en effet, ne peut pas se limiter à ses fonctions économiques ou utilitaires. L'éducation est un bien commun qui nous permet de faire renaître un désir universel d'humanité, ainsi que l'affirme sa sainteté dans la dernière encyclique Fratres Omnes. C'est la condition pour une société solidaire qui respecte la personne humaine, sa dignité, mais aussi la planète, qui est notre maison commune. Mesdames et messieurs, ce bien commun est pourtant en danger. En danger lorsque, comme le rappelait Sa Sainteté en février dernier, le pacte éducatif avait pu être rompu sous l'effet des inégalités et des injustices. Et la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui est plurielle. Crise éducative majeure d'abord, puisque près d'1,6 milliard d'élèves, d'étudiants dans le monde ont été privés de leur salle de classe, ce qui a mis en lumière et accentué toute une série d'inégalités, notamment sociales. Ce sont ainsi 40% des pays les moins favorisés qui n'ont pas été en mesure de déployer des dispositifs spécifiques pour la continuité des apprentissages. Et nous le savons tous, cette situation difficile touche en premier lieu les plus vulnérables. Par exemple, en Afrique subsaharienne, où plus de 80% des élèves n'ont pas accès à Internet à leur domicile. Mais cette crise est plus large, elle est plus profonde. Elle a libéré une mondialisation de l'indifférence, parfois de la violence, des discours de haine contre les plus vulnérables, les migrants, les populations discriminées, et très souvent les femmes. Ce que la crise du Covid aura donc confirmé, en révélant la fragilité de nos systèmes éducatifs et au-delà la fragilité de nos sociétés, c'est la nécessité d'un nouvel agenda, d'un nouvel engagement de toute la société pour l'éducation. Un pacte appelé de ses vœux par Sa Sainteté qui considère l'éducation dans toute sa portée, globale, partagée, intégrale. Et l'UNESCO, organisation chef de file des Nations Unies pour l'éducation, a vocation à être au cœur de cette refondation, dans toute la plénitude de son mandat. L'éducation, bien sûr, mais aussi à travers la culture, à travers le sport, à travers les sciences, à travers l'information. Parce que l'UNESCO est par nature une organisation globale qui rassemble 193 États membres de tous les continents. Parce que l'UNESCO voit l'éducation comme une vision partagée et intégrale qui met au centre l'humain, son empathie, sa dignité, pour faire de l'éducation le pilier de la refondation de nos sociétés. Le pacte mondial fait ainsi écho à la grammaire, à l'ADN de l'UNESCO, à son ambition historique et humaniste de construire la paix d'abord par les esprits. L'UNESCO œuvre jour après jour pour réaliser cette ambition. En premier lieu, nous lançons une action urgente pour répondre à la crise au moyen de notre coalition mondiale pour l'éducation, une coalition qui réunit plus de 150 partenaires actifs dans plus de 70 pays. Une coalition qui travaille pour soutenir la continuité de l'éducation quand et où c'est possible. Nous nous concentrons sur une action à moyen et long terme, par notre engagement pour une éducation à la citoyenneté mondiale. Cela comporte d'apprendre comment respecter les autres et leurs différences, combattre les préjudices et sensibiliser à notre humanité commune. À Mossoul, par exemple, nous développons un des projets de majeure charge symbolique dans ce domaine, en soutenant la reprise des activités scolaires et de la vie culturelle, librairies, festivals, événements éducatifs, tous des piliers essentiels pour une culture de la paix et du respect. Cette culture du respect ne doit pas être appliquée qu'aux autres, mais aussi au monde naturel. C'est pourquoi l'UNESCO est toujours plus engagée dans l'éducation environnementale, ce qui permet de réparer un autre pacte, celui entre l'homme et la nature. Pour reconstruire ces fondements, nous avons besoin d'une vision clairvoyante et à long terme. Voilà pourquoi nous avons lancé plusieurs réflexions au niveau international sur le futur de l'éducation avec le soutien d'acteurs de la société civile du monde entier. En impliquant toute la communauté apprenante, nous pourrons définir l'éducation comme un bien commun mondial d'ici 2050 et au-delà. C'est bien ce que nous devons à nos jeunes.
À ce propos, une forte signification symbolique est représentée par le fait que notre Commission internationale sur le futur de l'éducation soit dirigée par son Excellence le Président de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie. Dans ce pays qui compte 100 millions d'habitants et doit affronter de nombreux défis climatiques, les jeunes représentent 60% de la population. L'UNESCO est donc honorée d'être avec vous, de faire partie de ce pacte mondial sur l'éducation, parce que les objectifs de ce dernier reflètent les nôtres. Nous voulons aussi construire un monde fondé sur l'équité, la solidarité et la dignité au moyen de la coopération internationale et de l'éducation, en mettant en lumière notre humanité partagée. Ainsi, nous serons en mesure de préparer les prochaines générations à affronter le futur et, comme le dit sa sainteté, à franchir les eaux profondes du monde. Merci de votre attention. Nous remercions la directrice générale de l'UNESCO d'avoir bien voulu être avec nous de cette manière, de venir à cet événement de relance du pacte éducatif mondial. Le pape François a écrit que la fraternité est une valeur que l'on peut partager avec toutes les religions. Alors, Amen Mohamed Sanouni, comment résonnent en toi ces paroles du pape? Je crois, il y a 800 ans, un sage musulman, Jalal-Din Rumi, disait « Hier, j'étais intelligent et j'ai voulu changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je veux changer moi-même. » Nous devons avoir le courage de changer le monde, mais il faut d'abord travailler sur nous-mêmes. Et c'est cela que le pape François disait dans son discours à l'humanité tout entière, qu'il invitait à écouter la voix intérieure et avoir le courage de dire qu'on veut changer les choses. Le pape François m'a beaucoup frappé par la parole « espérance ». L'espérance est faite pour les choses grandes, mais il faut vraiment des personnes à la hauteur. Et donc, pour cela, il faut la tête, le cœur et les mains pour travailler concrètement. Je pense que celui qui veut être grand doit servir les autres, mais pas se servir des autres. En tant que musulman, je m'appelle Mohamed Amin. Je suis vraiment très heureux d'avoir lu Fratres Omnes et j'ai été très frappé par sa pensée, une pensée si belle et des paroles concrètes. Ce qui m'a touché le plus quand le pape François parlait avec nous, les jeunes d'aujourd'hui, et donnait ce conseil très fort, d'être nous conscients de notre histoire, de notre identité et de notre diversité. Pour atteindre cet objectif commun, la fraternité universelle qui est un pilier pour construire ce chemin. Et c'est ce que Dieu dit là, dans le Coran. Le Dieu Tout-Puissant disait dans le Coran, dit dans le Coran, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. » Ça, c'est un message très fort. Donc, je suis très heureux d'étudier ici, d'être ici et d'apprendre. Je crois que chacun d'entre nous a ce pouvoir d'être en mesure de servir l'humanité. Parce que pour moi, celui qui ne vit pas pour servir ne sert pas à vivre. Merci, merci Amin. Professeur Silvia Cataldi. Alors, d'abord, nos deux amis nous représentent un message universel et le Saint-Père est très... Pour lui, le polyèdre est très cher. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on associe le polyèdre
à la culture intégrale participative. Le pape nous invite surtout à parler d'une culture de type intégral. Je dois dire qu'avant tout, il parle en tant que professeur universitaire, cela change notre optique parce que nous avons une idée de notionnisme. Un des plus grands pédagogistes de notre temps parlait d'éducation dépositaire. Nous, éducateurs, sans le vouloir ou sans y penser, nous pensons à ceux que nous avons devant nous comme des récipients à remplir. Mais ce type de modèle doit absolument changer parce que cela crée deux types de problèmes. C'est un savoir de type abstrait qui est éloigné de la vie. Nous le voyons dans nos universités. Et puis cela présuppose une vision hiérarchique du savoir. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc ce pacte est fait pour nous d'abord comme éducateurs. Et je parle aussi comme mère de famille. Nous devons renverser les choses et revenir aussi à la signification de culture, du mot culture qui signifie cultiver. C'est un verbe stable. On doit prendre le temps, donner de la place à l'éducation et pas se presser à donner des réponses. Donc il faut aimer, comme disait le Saint-Père dans le pacte. Alors si nous parlons d'aimer, nous ne parlons pas seulement de tête, mais aussi de cœur. Mais l'amour a aussi une dimension éminemment pratique. Il a besoin des mains. Si nous, éducateurs, nous ne faisons pas notre travail, nous ne faisons notre travail que si nous savons reconnaître que l'éducation, c'est prendre soin. Le soin quotidien est un geste révolutionnaire parce qu'il est un élément de critique et de transformation du monde. Hannah Arendt disait « L'éducation est le moment qui décide si nous aimons assez le monde parce qu'elle conduit à le transformer. » Comment avoir une incidence dans le cœur de la société au point de la changer, cette nouvelle culture? Moi, je me suis demandé, ce pacte peut rester un simple appel. Je pense que pour qu'il ne reste pas lettre morte, il doit faire levier sur deux éléments, la reconnaissance des diversités et des inégalités. Chaque crise exige un nouveau lien social. Chaque nouvelle crise demande une nouvelle forme de solidarité et une solidarité qui soit fondée sur la fraternité. Le concept de fraternité a ses racines dans le passé, la promesse manquée de la modernité, mais il est aussi nouveau. Un sociologue français, Caillé, dit que la fraternité est plurielle. Ce ne peut pas être la fraternité d'une seule classe sociale, d'une nation, et elle ne peut pas être seulement masculine. Aujourd'hui, la fraternité exige un lien qui reconnaît la spécificité, la beauté et l'unicité de chacun. La deuxième question qui me frappe en tant que sociologue, c'est le pacte produit un acte fort à l'égard des inégalités. Il refuse la neutralité et se situe d'un point de vue privilégié, partir des souffrances des derniers et des exclus. C'est un élément de connaissance cognitif et épistémique parce qu'il demande de regarder la réalité selon une perspective spécifique. Cela constitue un élément d'action pour la protection des droits fondamentaux des enfants, la reconnaissance des droits des femmes, la protection des personnes âgées, faibles, handicapées et opprimées. Merci, professeur Cataldi. Après le Japon et l'Algérie, nous nous déplaçons en Afrique, au Congo-Brazzaville, pour écouter le commentaire de l'étudiante Sœur Rita Bedestel Musunda Kimani. Selon vous, le pacte éducatif lancé par le pape est-il un appel ou une invitation? Merci. Pour moi, ce message du Saint-Père sur le pacte éducatif mondial est tout autant un appel qu'une invitation. Un appel parce qu'il met en jeu le principe de l'humanité et la logique de l'amour. Mais c'est aussi une invitation
parce qu'il invite tout le monde à sortir de l'idée de race et de couleur pour combattre toutes les formes d'égoïsme qui font obstacle au progrès de l'humanité et de l'éducation intégrale de la personne humaine. Les semences de l'amour et de la dignité de l'humanité dans le petit jardin du cœur humain se trouvent dans le petit jardin du cœur humain. Espérons ce monde nouveau dépend de la qualité de l'éducation qu'on donne aux jeunes, mais surtout par l'attention aux plus faibles. Espérons donc en ce monde qui part du changement de l'homme, parce que, comme le dit Saint Paul, l'espérance ne trompe jamais. Merci. Merci, sœur Rita. Merci pour ces mots d'espérance. L'éducation sème l'espérance. Passons maintenant à une organisation particulièrement engagée dans le pacte éducatif. Scholas Occurrentes naît à partir de l'expérience directe du cardinal Jorge Mario Bergoglio de Buenos Aires au moment de la crise argentine. Ces dernières années, elle est devenue une fondation pontificale et elle contribue à mettre en pratique le pacte éducatif. Écoutons le message vidéo que nous a envoyé le président de Scholas Occurrentes, José María del Corral. Bienvenue à cette journée si spéciale. Aujourd'hui est le jour où nous célébrons, nous de Scholas, l'origine de la mission pour laquelle nous sommes nés il y a 30 ans. Comme l'a affirmé le pape François, Scholas naît pour reconstituer le pacte éducatif que déjà alors le père Georges Bergoglio considérait avoir été brisé. Il avait été brisé parce que les jeunes étaient seuls, parce que l'éducation avait perdu l'essence, elle avait perdu l'harmonie, la signification dont les jeunes ont besoin, le sens dont les jeunes ont besoin. Une éducation qui n'avait pas grand-chose à voir avec la vie des jeunes. Une éducation qui augmentait le nombre des exclus, qui augmentait les écarts. Scholas naît donc en réunissant de jeunes juifs, musulmans, chrétiens, des enfants des écoles publiques et privées, tous ensemble, afin qu'ils puissent faire partie d'une même salle de classe, une salle sans cloison, sans mur. Par la suite, le pape François s'est rendu compte que la crise qui frappait l'Argentine se retrouvait partout dans le monde. Il a donc demandé à Scholas de porter cette expérience, cette révolution éducative au reste du monde. Dans 190 pays, Scholas promeut une éducation génératrice de sens, en appliquant le pacte éducatif à la vie quotidienne, jour après jour. Voilà pourquoi nous désirons remercier tous ceux qui, tout au long de ces années, se sont engagés à réaliser un pacte éducatif à partir des problèmes réels qu'ont nos jeunes. Puisque, comme ajoute le pape, il n'y aura pas de futur si nous ne considérons pas nos jeunes un présent. Merci José María del Corral, président de Scholas Occurrentes. Professeur Franco Anelli, recteur de l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Quel peut être le rôle de l'université selon vous, y compris dans votre expérience, pour un engagement éducatif renouvelé? Je crois qu'elles peuvent trouver ce rôle en réfléchissant sur la parole qui les définit. Universitas veut dire une approche large, complète de l'effort éducatif, avec la dimension de tendre à une formation complète de la personne. L'autre dimension, tendre à la dissémination de l'université
dans l'université de la proposition éducative qu'elle est capable de formuler. Alors, un autre élément dont parlait le Saint-Père, les universités, hélas, ne sont pas toujours en première ligne. Et donc, mais c'est aussi au niveau de l'éducation première, mais tous doivent avoir l'ambition du projet éducatif mondial. Comme disait le professeur Cataldi, avec laquelle je partage ce qu'elle a dit, la fonction, l'organisation de cette approche selon le modèle de l'Universitas veut dire répondre à un besoin actuel. Ce monde a besoin de culture, une culture diffuse, qui ne soit pas, qui n'appartienne pas exclusivement à un groupe élitaire, mais qui participe à la formation de la citoyenneté. Hélas, les universités ont glissé vers l'entraînement professionnel et a oublié un peu l'aspect culturel général. Merci, recteur. Ici, dans le public, Alberto Lopresti nous attend, professeur d'histoire des doctrines politiques à la LUMSA. Le pape a dit, pour éduquer un enfant, il faut un village, mais il faut le construire, ce village. Alors, votre université a recueilli des dizaines d'histoires dans le monde entier et depuis la LUMSA, depuis plusieurs années, approfondit la pensée pédagogique du pape François, du Saint-Père. Comment se décline au concret le pacte éducatif pour qu'il ne reste pas une théorie abstraite? Nous avons compris que le pacte éducatif ne naît pas aujourd'hui, il vient de loin, il n'est pas le fruit de l'improvisation. Et en particulier, nous devons nous rappeler les multiples rencontres que le Saint-Père a eues avec les grands leaders mondiaux ces dernières années, où il les sollicitait à faire quelque chose de concret en ce qui concerne l'éducation, pour réduire les différences, pour réduire l'écart entre les générations, le fossé entre les générations, pour réduire les souffrances. Quel est le point? C'est que sa crédibilité réside dans le fait qu'il a déjà une multiplicité d'initiatives et l'Église, dans le monde, conduit ces initiatives pour une éducation au service de la personne. Voilà donc que la déclinaison du pacte éducatif naît là. Elle naît d'une proposition sur des principes, sur la doctrine sociale de l'Église. Donc, elle peut apporter une multiplicité d'expériences. Et s'il est vrai qu'aux grandes questions, il faut apporter des réponses globales, mondiales, cela peut se faire non seulement dans des idées, mais à travers les initiatives concrètes. Alors, je réponds, il faut s'organiser pour y arriver. Ce n'est pas l'exhortation à faire plus et mieux, mais il faut créer des réseaux parce qu'il faut échanger des informations, se coordonner pour chercher des ressources, essayer dans la solidarité, trouver le moyen de cheminer ensemble vers les objectifs communs. Le pacte éducatif, dans le pacte éducatif, il y a la possibilité d'initiatives qui soient en ligne. Nous sommes en train d'étudier. Nous voudrions qualifier ces expériences et les institutions et ceux qui participent. Et nous voudrions donc qualifier officiellement. Donc on voudrait instituer un observatoire qui puisse observer, évaluer et confirmer les expériences selon le pacte éducatif mondial.
selon bien sûr les critères de l'éducation catholique. Alors voyons une première initiative qui nous vient du Cambodge. Les protagonistes en sont les Salésiens. Je m'appelle Sokei, j'ai 20 ans. Je viens du village de Karokakrao. Là, je vivais avec ma maman, mon papa et mes 2 petits frères. Mes parents sont agriculteurs. Maintenant, je n'ai plus que maman parce que papa est mort. Maman travaillait beaucoup. Elle faisait même des travaux très pénibles. Elle était seule à prendre soin de tous dans la famille. Je l'aidais souvent parce que je suis la plus grande et c'était mon devoir. C'est justement pour ça que je n'ai jamais eu l'occasion de jouer avec mes amis filles ou garçons. Le matin très tôt, avant d'aller à l'école, j'allais travailler avec elle dans le potager. Le travail fini, je retournais à la maison, me lavais et je partais à l'école. Des fois, je n'avais même pas le temps de manger. Mes compagnons se rendaient compte que j'étais pauvre et souvent ils m'excluaient du groupe. Moi, je les enviais même seulement pour leurs vêtements propres. Je me sentais différente et j'essayais de toutes mes forces de garder courage. Les enfants, les familles qui vivent sur la colline fumante de la décharge de toutes les villes, comme Phnom Penh, etc. Il s'agit d'enfants qui vivent dans leur famille et vont ramasser le plastique, les boîtes de boissons, les choses recyclables, parfois même de la nourriture. Une autre catégorie d'enfants sont ceux qui portent des marchandises jusqu'à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande. C'est un peu le point noir du Cambodge, où les enfants sont utilisés pour les travaux de transport, mais pas seulement. Ils sont aussi utilisés pour les greffes d'organes. Il y a aussi des nouveau-nés qui sont vendus par leur famille à des personnes qui leur promettent qu'ils les porteront dans des familles aisées, qu'ils auront un futur, mais en fait ils sont exploités. Ils se retrouvent dans les villes de Pattaya, où ils sont exploités pour le tourisme sexuel. Le tourisme au Cambodge est une médaille à 2 faces. Il y a celle infernale du tourisme sexuel et de la pédophilie. Mais il y a aussi celle du rachat qui permet aux enfants de couper le cordon ombilical de la misère et de la souffrance. La Don Bosco Hotel School offre à ces jeunes cette possibilité. Elle rend concret les rêves de toutes ces filles et de tous ces garçons qui veulent se construire un futur qui ait de la valeur. Quand je suis venu passer l'examen d'admission, j'avais une certaine peur. Puis quand j'ai su que j'étais admise, j'étais très contente, surtout parce que j'ai été prise dans le cours que j'avais choisi, la cuisine. Je me rappelle que quand j'ai commencé l'école, mes enseignants m'ont accompagné pour visiter différents secteurs. Et quand je suis entré en cuisine, j'ai eu une sorte de frisson de joie. Quand j'en aurai la possibilité, je voudrais ouvrir un restaurant dont je sois propriétaire. Puis je voudrais une grande maison, toute pour moi et ma famille. Je voudrais une vie meilleure pour mes enfants de la génération future, pour les enfants de la génération future. Je voudrais créer une atmosphère d'attention et d'amour comme Don Bosco pour les pauvres, les jeunes qui n'en ont pas les possibilités. Une initiative qui nous donne le sens de cet engagement concret du pacte éducatif. Nous restons dans la salle et nous restons à la LUMSA. Maria Cinque, directeur de l'école EIS, Éducation à la rencontre et la solidarité, elle aussi protagoniste de cette recherche. De quoi les histoires que vous avez recueillies s'inspirent-elles et quel type de travail avez-vous accompli? Nous avons recueilli plus de 70 initiatives menées par des associations de volontariat, des familles religieuses, des mouvements, des réseaux d'écoles, des institutions universitaires. Les initiatives en acte dans diverses parties du monde concernent différents domaines éducatifs, des formels aux informels, impliquent tout un pacte qui veulent favoriser l'intégration, l'inclusion
l'écologie intégrale, la citoyenneté et la paix. Et toujours ces expériences impliquent une alliance, un pacte entre ceux qui offrent ce service et les acteurs locaux, entre les générations, entre les cultures, entre les religions. Comment faire pour enseigner la solidarité aux enfants, pour leur enseigner la fraternité? Dans son encyclique Fratres Omnes, le pape nous a rappelé que les valeurs de la liberté, du respect réciproque et de la solidarité peuvent être transmises dès le plus jeune âge. À l'UMSA, nous avons créé une école, EIS, qui a pour but d'éduquer les jeunes universitaires au service du bien commun et à former des enseignants des écoles afin qu'ils forment les enfants à apprendre le service. Merci, professeur Maria Cinque. Maintenant, nous allons voir une autre partie importante de cet événement et du pacte éducatif. Monseigneur Zanni, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été rappelées. Nous avons vu des expériences dans les vidéos, mais comment donner du concret, un aspect concret à ces projets pour arriver à des projets de longue durée. Oui, ce travail d'organisation a commencé par le message du 12 septembre 2019, quand le pape François invitait à mettre au centre la personne dans toutes ses dimensions, de promouvoir des projets concrets, incisifs, et préparer des personnes à se mettre au service du bien commun, comme on disait, pour promouvoir ces projets coordonnés avec plusieurs réalités académiques et institutionnelles. Donc, on a choisi 4 pistes de travail pour ce faire. Tout d'abord, la dignité et les droits humains, la paix et la citoyenneté, la 3e, l'écologie intégrale, et la 4e, la fraternité et le développement. Et pour ces 4 domaines, on a choisi des universités, 4 universités qui soient les chefs de file d'un réseau d'universités, pas seulement catholiques, ecclésiastiques, mais aussi d'autres expressions culturelles et religieuses comme bouddhistes, musulmanes, et d'autres qui approfondiront prochainement ce travail de recherche, de proposition de projets et de partage. Donc ce sont les 4 universités pour les droits humains. C'est Notre-Dame des États-Unis pour la paix, donc des parcours de paix. Donc pour l'écologie intégrale, la Xavérienne de Bogota, qui depuis 5 ans a un cours sur l'éducation, la maison commune, et puis pour fraternité et développement, l'Université du Sacré-Cœur. Donc, je saisis l'occasion, puisque nous avons ici 2 recteurs, chefs de file de ces domaines. Donc, Monseigneur Zanni, votre université se consacre à la paix, les sciences de la paix. Professeur Bonomo, le Latran, donc. Oggi è diventato qualcosa in più. È un processo avviato. On a démarré un processus selon les termes du message. Pourquoi un processus commencé? Parce que cela concerne l'architecture de la paix, numéro 231 de l'encyclique Fratres Omnes. Donc, tout architecte se met devant une construction en ayant 3 éléments. Les fondements. Les fondements sont avant tout. Il ne s'agit pas de préparer une guerre, mais d'exclure la guerre, mais il faut chercher les fondements de la paix. Donc concrètement, qu'est-ce que signifie la liberté? Le concept de citoyenneté, une citoyenneté différente. Cela devient essentiel. Autrefois, la citoyenneté a servi à exclure. Maintenant, elle a
un concept différent. Bon, les moyens de travail que nous retrouvons dans le message fait pour le pacte global, le pacte mondial de l'éducation. Une formation non pas univoque, mais qui tend dans la relation à déterminer quelle est la méthode de travail pour créer des valeurs et pas seulement pour exprimer des notions. Le troisième élément est l'objectif de la paix. C'est un objectif qui signifie résoudre les conflits, mais aussi les prévenir, donc former des professionnalités qui puissent contribuer à cela. Un parcours capable de conjuguer toutes les sciences humaines. C'est un projet ambitieux, mais c'est un projet qui a, dans le profil de l'éducation, un élément de cohésion et un élément qui résume tout. Alors, à côté de l'enseignement, il y a l'activité de recherche. Tout d'abord, élargir le concept de paix. Le concept de paix se prête bien au concept d'église en sortie, le fameux hôpital de campagne. Puis, la vie de la communauté internationale, des institutions internationales, un concept de paix qui défend le multilatéralisme, au contraire de l'isolationnisme. Et puis, à cette activité de recherche, il faut conjuguer le profil de recherche avec le profil concret des applications pratiques. Cela peut se réaliser à l'aide d'un réseau avec d'autres universités. Merci, professeur. Cette référence au multilatéralisme a été évoquée auprès des Nations Unies par le Saint-Père. Donc, unité et droits humains, comme disait Monseigneur Zani, nous sera présenté par le professeur Diana Desierto de l'Université de Notre-Dame des États-Unis. L'Université Notre-Dame est honorée d'adhérer au pacte éducatif mondial. Je m'appelle Diane Di Sergio. J'enseigne les droits humains et les affaires internationales à la Keough School d'affaires internationales. Ici, à Notre-Dame, nous associons enseignement des droits humains, recherche et services pour les étudiants de tous les niveaux et pour toutes les catégories de recherche. La formation sur les droits humains est essentielle pour notre mission en tant qu'université catholique et encore plus pour que notre institution soit un facteur de construction du bien commun. À Notre-Dame, nous offrons une vaste gamme de cours sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris l'ébauche de conventions pour le droit au développement des Nations Unies, qui a été rédigée sous ma supervision avec la collaboration de nos étudiants qui préparent leur diplôme ou leur doctorat. De plus, nous offrons une large gamme de cours au niveau interdisciplinaire sur les droits humains, en particulier pour la réparation des droits humains, pour les droits économiques, sociaux et culturels, la durabilité des droits humains dans les fondations mondiales pour les droits humains, parmi d'autres. Mais l'étude des droits humains n'est pas limitée aux cours en salle. À la première occasion, nous organisons des activités avec le Centre pour les droits humains et civils et avec l'Institut Kellogg pour les études internationales qui accueille le 4e programme pour le développement humain et la solidarité. Cela offre aux étudiants la possibilité de se plonger dans les études sur les droits humains et dans l'accompagnement des communautés locales de base les plus vulnérables et des mouvements sociaux, entre autres. Ici, nous enseignons les droits humains non du point de vue des États et des institutions multilatérales, de leurs réformes et des processus qui en découlent, mais d'un point de vue critique et analytique, surtout en nous mettant du côté de ceux qui vivent personnellement le problème des droits humains. Voilà pourquoi nous, de la Keough School des affaires internationales, nous sommes fiers de développer la mission en faveur du développement humain intégral selon les lignes directrices de la doctrine sociale de l'Église, telle qu'elle ressort de Populorum Progressio Sollecitudo Rei Socialis et Laudato Si, et plus récemment Fratelli Tutti, Fratres Omnes, pour œuvrer à un authentique développement intégral de la personne, de toute personne, et nous nous félicitons du pacte éducatif mondial.
Continuons à approfondir le pacte éducatif en retournant à Milan, en Italie. Franco Anelli s'occupe de fraternité et développement. Alors, recteur, professeur Franco Anelli, faites-nous voir le travail qui sera développé par votre université sur ce thème. Merci. Il est important de traiter fraternité et développement dans le cadre du pacte éducatif mondial au niveau universitaire. Donc nous avons des perspectives significatives et qualifiées dans le message du Saint-Père. Notre université a depuis longtemps des structures consacrées à un effort de type multi- ou transdisciplinaire. Le Centre pour la solidarité internationale, le Centre pour la doctrine sociale de l'Église, deux domaines qui doivent dialoguer. Ce sont des centres qui ne sont pas monothématiques comme les centres de recherche en général, mais où confluent différentes compétences de différents départements. Donc, ces centres de recherche ont une caractéristique multidisciplinaire. Donc, c'est l'échiquier à travers les professeurs universitaires voient le monde, mais le monde n'est pas comme ça. Alors, il y a la chaire UNESCO a été confiée au professeur Simeone qui guidera l'Observatoire pour l'éducation et la coopération internationale. Ce sera l'instrument pour dialoguer sur ce point fondamental avec les autres universités qui sont impliquées dans ce projet. Nous avons tenté un travail de synthèse dans notre centre, mais dans notre université, mais là nous pourrons nous faire soutenir par d'autres universités et créer une collaboration efficace avec bien d'autres centres universitaires. Merci, professeur Anelli. Vous avez... Alors, le dernier domaine touche l'écologie intégrale. Donc, nous allons en Colombie, à Bogota, dans un message vidéo, le recteur de l'université pontificale xavérienne, le père Georges Peláez Piedrahita, nous en parle. Une salutation chaleureuse à tous les éducateurs. La Covid-19 nous a rappelé combien nous sommes fragiles. Il a mis à genoux l'arrogance de politiciens, entrepreneurs, hommes de science et les cruelles inégalités de la société ainsi que l'ampleur de la crise sociale et environnementale ont été mises à nu. Un changement radical est donc nécessaire au moyen d'un parcours éducatif qui fasse mûrir une nouvelle solidarité universelle et une société plus accueillante. Saint-Père, par le pacte éducatif mondial, vous nous invitez à être audacieux, à casser les paradigmes qui se révèlent dépassés, à rechercher une culture mondiale, participative et polyédrique, à montrer des horizons d'espérance. C'est donc avec enthousiasme que nous faisons nôtres vos paroles et que nous nous engageons avec vous. Les facultés d'économie de nos universités sont dans la sérieuse obligation de proposer un modèle de développement durable, parce que le modèle actuel a conduit au pillage de la création. Cette vision de l'écologie intégrale doit être transversale par rapport au programme d'études. Il est important que nos étudiants comprennent que tout est lié à tout le reste.
L'encyclique Laudato Si nous offre des éléments très riches pour la formation éthique dans les universités. Et cela vaut tout autant pour l'usage responsable de la science et de la technologie au service de la dignité humaine. Ici sont tracées les lignes directrices d'une éthique du soin. Soin de soi-même, soin de l'autre, soin de la maison commune. L'encyclique nous donne une orientation sur la pratique que doivent réaliser les étudiants au long de leur parcours formatif. Cette pratique doit les mettre en contact avec les souffrances et les cris des pauvres de la terre. Merci Pape François de nous inviter à participer à ce pacte éducatif mondial. L'Université pontificale savérienne fera sien, comme elle le fait depuis 5 ans, le chemin de l'écologie intégrale. Merci au recteur de l'Université pontificale xavérienne en Colombie pour approfondir le thème de l'écologie intégrale. Nous nous acheminons vers la conclusion de l'événement d'aujourd'hui. Monseigneur Zani, nous avons entendu l'importance qu'auront ces domaines d'approfondissement, mais concrètement, pour ceux qui veulent encore adhérer et donner plus de force à ce pacte que le pape François nous a dit doit amener à un changement planétaire. Comment faire? À l'événement du 14 mai, on avait invité des autorités du monde entier, représentants des institutions civiles, des prix Nobel, des représentants des domaines éducatifs et académiques, culturels, artistiques, sportifs et religieux. Et il était prévu qu'à la fin de l'événement, le Saint-Père invite ses représentants à signer cette proposition que le pape faisait, donc un signe symbolique une signature symbolique pour dire « nous partageons ce projet ». Nous avons entendu dire que les universités se sont activées, on a eu beaucoup d'adhésions, mais nous voudrions dire à tous que, en vue de l'événement en présence donc, qui a été renvoyé et qui aura lieu quand les conditions le permettront, nous sommes disposés à recueillir les réactions d'adhésion, de partage, de participation ou les propositions d'idées et de suggestions. Nous pouvons les recueillir et nous les ferons connaître. C'est pourquoi nous offrons la possibilité d'une adresse courriel qu'on verra maintenant sur l'écran. Voilà, secrétariat avec Y, educationglobalcompact.org. On attend d'autres manifestations. Merci, Monseigneur Zani, pour cette dernière invitation à adhérer au pacte éducatif mondial. Donc, nous sommes à la fin de cet événement. C'est une clôture qui est un redépart. Donc, l'intention du Saint-Père était de relancer le pacte éducatif, une alliance éducative pour le futur des nouvelles générations qui engage toutes les personnes de bonne volonté. Je remercie la Congrégation pour l'éducation catholique qui a organisé cet événement. Je remercie l'Université du Latran, le recteur Bonomo qui nous a accueillis, les intervenants et les autorités présentes, bien sûr, civiles et ecclésiastiques, et tous ceux qui se sont reliés grâce aux moyens technologiques. Le streaming nous a permis de rendre possible la présence virtuelle de beaucoup d'entre vous. Alors, nous finissons en réécoutant l'appel du pape qui demande l'engagement en 7 points. Donc, on réécoute la fin. Un engagement que nous sommes tous appelés à faire nôtre. Au revoir et merci.
L'éducation est surtout une question d'amour et de responsabilité qui se transmet dans le temps, de génération en génération. Nous considérons qu'il est temps de souscrire un pacte éducatif mondial. Nous nous engageons personnellement et ensemble à mettre au centre de chaque processus éducatif formel ou informel la personne, en repoussant les styles de vie qui favorisent la diffusion de la culture du rejet. Deuxièmement, à écouter la voix des enfants et des jeunes à qui nous transmettons des valeurs et des connaissances afin de construire ensemble un avenir de justice et de paix. Troisièmement, à favoriser la pleine participation des fillettes et des jeunes filles à l'instruction. Quatrièmement, à voir dans la famille le premier et l'indispensable sujet éducateur. Cinquièmement, à éduquer et à nous éduquer à l'accueil en nous ouvrant aux plus vulnérables et aux plus marginalisés. Sixièmement, à nous engager à chercher et à trouver d'autres manières de comprendre l'économie, de comprendre la politique, pour qu'elle soit vraiment au service de l'homme et de la famille humaine tout entière, dans la perspective d'une écologie intégrale. Septièmement, à garder et à cultiver notre maison commune. Ainsi, nous devons aller de l'avant, tous ensemble, chacun comme il est, mais toujours en regardant en avant, ensemble, vers cette construction d'une civilisation de l'harmonie, de l'unité, où il n'y a pas de place pour cette mauvaise pandémie de la culture du rejet.